Bonjour, bienvenue dans Point de vue. C'est parti pour 50 minutes de débat qu'on espère nourri par vos questions, vos commentaires. Point de vue est fait pour cela, alors n'hésitez pas. Au sommaire de cette émission, les attaques d'Emmanuel Macron contre l'extrême gauche et la France insoumise. Même du bout du monde, dans le Pacifique, le président fait de la politique et comme on pouvait s'y attendre, Jean-Luc Mélenchon lui réplique. Le bout du monde, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a atterri ce matin. Dans 6 mois, l'archipel se prononcera sur son avenir. On vous a posé la question, êtes-vous pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ? Enfin, nous parlerons de bioéthique avec la fin des États généraux sur la question et nous parlerons surtout de la procréation médicalement assistée. Sera-t-elle, doit-elle être ouverte aux femmes homosexuelles ou célibataires ? Le sujet est aussi complexe que sensible. Bonjour Lucille Schmitt, Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire après un parcours de femme politique d'abord au Parti Socialiste, puis à Europe Écologie Les Verts. Vous co-présidez la Fondation Verte Européenne et vous êtes l'auteur de La France résiste-t-elle à l'écologie ? C'est paru aux éditions Le Bord de l'eau en 2016. Merci d'être avec nous. Bonjour Philippe Turle. Bonjour. Journaliste à RFI, vous êtes britannique, vous enseignez le journalisme à la Sorbonne. Dites-nous, la bourde d'Emmanuel Macron, elle est énorme ou pas en Australie ? Le Delicious Wife. Oui, enfin, on a beaucoup rigolé là-dessus. C'est un peu la plaisanterie, enfin, l'amalgame entre la traduction d'un mot qui peut être mal pris par les Anglais. Mais je trouve qu'ils ont plutôt, les Australiens, hein, puis les Britanniques qui ont regardé cela, ont plutôt assez bien pris ça en disant, tiens, on dit qu'Emmanuel Macron est parfaitement bilingue en anglais, et peut-être pas complètement bilingue après tout. Pas dans toutes ses nuances. Voilà. Il parle bien l'anglais quand même ? Comment ? Il parle bien l'anglais quand même. Alors, je trouve qu'il parle admirablement bien anglais et ont essayé depuis plusieurs années à faire parler les présidents français en anglais. C'est même pas la peine avec Nicolas Sarkozy, c'était difficile avec François Hollande, c'était très bien avec Jacques Chirac, c'était impossible avec François Mitterrand. Donc, je trouve que Emmanuel Macron, il est au même niveau que Giscard, que Chirac, peut-être un peu au-dessus. Très bien. Voilà. On ne testera pas votre niveau d'anglais, Jérôme Jaffray. C'est plus prudent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue. Vous avez fondé le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, le CECOP, que vous dirigez. Et vous êtes l'auteur de Le Front National face à l'obstacle du second tour. C'est paru l'an dernier à la Fondation pour l'innovation politique. Alors, à propos des grands présidents, le général de Gaulle et Churchill parlaient en français. Le français de Churchill est absolument désopilant. Si l'anglais de nos présidents n'est pas bon, le français de Churchill était quelque chose. Pourtant, il avait des ancêtres français. Un leader britannique qui parle français, bon courage. Et bonjour Alexis Brézé, directeur Bonjour, de rédaction Amélie. du Figaro. On va parler de la une du Figaro Magazine, c'est l'argent caché des syndicats, le Figaro Magazine. Oui, avec un très beau château, alors je ne sais pas exactement de quel syndicat, sûrement un syndicat, mais avec une très intéressante enquête de Judith Vintraube et Guylaine Montalembert sur le magot des syndicats. Le patrimoine immobilier et autres des syndicats. Donc, de l'autre côté du globe, en Australie, Emmanuel Macron n'a pas retenu ses coups. Il a le populisme d'extrême gauche dans le collimateur. Il s'en est pris directement à la France insoumise. Il dénonce des élus, je cite, qui tiennent constamment un discours d'agitation et va même plus loin en estimant qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rejouer la partie démocratique. Il s'est donc attiré les répliques de Jean-Luc Mélenchon et de François Ruffin, le député France insoumise qui organise ce samedi la fête à Macron. Question immédiate, Jérôme Jaffray, c'est vraiment les hostilités déclarées entre le chef de l'État et la France insoumise. Oui, là, c'est incontestablement une étape très importante de franchie. Je dirais que Jupiter, parfois, descend de son Olympe pour foutre des baffes. Donc, c'est à la fois saisissant de voir le président de la République lui-même écrire des textes pareils. D'habitude, c'est par des porte-paroles, des gens dont on comprend très bien qu'ils parlent en son nom, mais pas lui-même que ce genre de choses s'exprime. Donc je trouve que c'est un événement important. Et puis, disons-le, l'un et l'autre se cherchent depuis l'élection présidentielle et peut-être même un peu avant, parce que pour Mélenchon, c'est Macron son seul adversaire, et pour Macron, Mélenchon est son partenaire. Donc on pourra revenir peut-être là-dessus, si vous voulez. Alexis Brézé. Oui, évidemment, derrière cette hostilité virulente, il y a une formidable complicité politique. Chacun a intérêt à ce que l'autre soit le méchant le meilleur adversaire. Bien sûr, évidemment. Depuis le début, Emmanuel Macron a intérêt à n'avoir pour seul et unique adversaire l'extrême gauche, ce qui lui permet
de court-circuiter la droite et de faire venir les électeurs de la droite. Parce que pendant qu'il se bat contre les méchants gauchistes, qui s'appellent Mélenchon, ou qui s'appellent Plenel, ça répond à la même idée. Du coup, l'électeur de droite, de centre-droite dit finalement, entre les deux, de loin, je préfère Macron. Donc Macron a absolument intérêt à mettre en scène cette opposition-là, et Mélenchon a absolument aussi intérêt, parce que du coup, il redevient le principal opposant, statut qu'il était en train de perdre, et donc là, il le retrouve. Donc l'un et l'autre sont absolument servis par cette bataille. Lucie Schmitt, il y a un fond d'authenticité dans les propos d'Emmanuel Macron. Ou c'est de la stratégie politique, comme vient de le dire je pense que pour moi, il y a un vrai fond d'authenticité, d'autant plus qu'il y a une manière de le dire qui n'est pas classique en fait, dans le discours politique. Il y a un langage d'Emmanuel Macron qui apparaît là-dessus. Après, moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'au-delà de Jean-Luc Mélenchon, ce qui me frappe, c'est cette manière de prendre le risque de dénier existence à l'opposition. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une opposition à Emmanuel Macron, on la cherche. Et effectivement, comme vous le disiez, Alexis Brézé, elle est quasi exclusivement incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est dommage, parce qu'on est un pays parlementaire. Et donc, en faisant ce genre de déclaration de très loin, en plus de 18 000 km ou de 16 000 km loin de la France, Emmanuel Macron prend le risque de théâtraliser les choses à distance par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Et je trouve que c'est fâcheux. Je pense, comme vous le dites, que c'est un événement qu'il le fasse, mais je pense que ça peut être fâcheux en termes d'existence démocratique, d'existence d'une opposition parlementaire, surtout qu'il y a la question de la réforme institutionnelle qui est sur la table. Il vient d'y avoir ces débats et ces prises de position de Macron face à Plenel et à Bourdin, dans le journal télévisé de TF1. Donc la question d'une espèce de surexposition présidentielle, elle est posée. Et alors, qui est en face? Si c'est uniquement Jean-Luc Mélenchon, c'est problématique pour l'organisation de la démocratie française. Il dramatise à outrance, Philippe Turle. Pendant que Macron et Mélenchon s'engueulent, les black box cassent. Et moi, je trouve ça complètement ridicule qu'on est en train de s'engueuler sur un point qui devrait les réunir, à savoir, il faut trouver une solution pour ces groupuscules, disons, d'extrême gauche, qui viennent dans les manifestations et qui cassent. Évidemment, ce n'est pas le feu qui embrasse Paris, mais qui s'engueulent sur un point comme cela, je suis complètement à côté de la plaque, pardonnez-moi de le dire comme ça. Au moins qu'on ne soit pas d'accord sur une politique de fond, sur les mesures que la France doit prendre pour sortir de la crise financière, etc., là, je suis d'accord. Mais qu'on s'engueule sur une histoire de violence dans Paris entre un groupe de groupuscules que tout le monde condamne, que ce soit de gauche, de droite, de centre, d'extrême gauche, je trouve ça complètement ridicule. C'est comme si, d'un côté, Jean-Luc Mélenchon chercher la faille, l'étincelle pour pouvoir gueuler contre Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a dit, voilà, entre une groupuscule qui est dite d'extrême gauche, ça doit être motivé par Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon n'encourage pas les black box à aller faire de la casse dans Paris. Donc je trouve ça complètement à côté de la plaque comme sujet d'engueulade entre ces deux politiques. À côté de la plaque ou c'est de la politique pure? C'est de la politique, puis il y a un fond de vrai. Qu'est-ce que dit Macron? Macron dit... C'est l'extrême gauche qui s'agite, l'ultra-gauche qui s'agite et qui casse dans Paris. Et il s'en prend un leader d'extrême gauche qui est tellement mal à l'aise avec cette affaire qu'au début, il commence par dire que c'est l'extrême droite. C'est quand même très intéressant. C'est que Mélenchon ne veut tellement pas les condamner, parce qu'au fond, ces thématiques de la violence sociale, ces thématiques de on va faire la fête à Macron, ce sont des thématiques, je ne dis pas que Mélenchon arme le bras des Black Blocs, mais la thématique de la violence sociale justifie dans certaines mesures la violence dans la rue contre cette violence sociale. Donc que Macron fasse de la politique et dise c'est l'ultra-gauche qui fait ça et je m'adresse au leader de l'extrême-gauche en disant vous alimentez ça, d'abord c'est pas entièrement faux et deuxièmement c'est absolument de bonne guerre. Il y a évidemment une occasion à saisir. Ce qui est frappant, c'est que Macron la saisisse, car France Insoumise, d'une part, il y a cette erreur grossière de Mélenchon dans un premier tweet. Les tweets, c'est devenu un danger, parce que les types écrivent ça à toute allure, et ça peut être n'importe quoi. Dire que c'est les bandes d'extrême droite à propos des Black Blocs, c'est n'importe quoi, car les Black Blocs, c'est tout sauf l'extrême droite. Donc ça ne tient pas. Et ça veut dire que pour Mélenchon, l'idéologie importe davantage que la vérité. Et ça, c'est évidemment une faute. Première faute. Deuxième faute,
un certain nombre de leaders de la France insoumise, de députés, sont venus expliquer qu'il y avait une complicité entre le gouvernement, la police et le fait que les Black Blocs aient mis le feu dans Paris, enfin dans un certain nombre d'estaminets sur 400 mètres boulevard de l'Hôpital, mais avec la force des chaînes d'information continue, ça a été un événement pour les Français qui ont vu ça. Et le troisième problème, si je peux terminer, c'est que France Insoumise se trouve percutée juste après ce 1er mai de violence par sa manifestation du 5 mai où il dit on va faire la fête à Macron. Faire la fête à Macron. Le terme fête à Macron. Oui, la fête à Macron, c'est pas de la rigolade, le terme de la fête à Macron. Ça veut dire qu'on va se payer Macron. Et d'ailleurs, il y a un tract. Tout sauf innocent. Il y a un tract de la France Insoumise qui appelle à cette manifestation et il s'agit de venir avec des choux, des carottes, des navets. Évidemment, on voit bien que tout ça est pour rire, mais de les lancer vers Macron des choux, des navets, des carottes. Or, juste après ce qui s'est passé le 1er mai, France Insoumise se trouve percutée et Macron vient taper France Insoumise. Ce qui m'épate quand même, je suis d'accord avec Lucille Schmitt, ce qui m'épate, c'est que le président descende directement dans l'arène pour lui-même dire des choses pareilles. Y compris à l'autre bout du monde. On prend quelques réactions, si vous voulez bien, et on continue le débat. On a Daniel Sicot, Daniel Le. Oui, Macron a raison. Il est clair que les Insoumis se sont pris une énorme claque et ne la digèrent pas. Que signifie cette manif de samedi ? Le titre est évocateur, il me semble. On vient de l'évoquer. Gérald de Bonamin qui nous dit, lui, Macron ne supporte pas la contradiction et l'eau, le vrai. Mélenchon condamne du bout des lèvres les saccages. Philippe Turle, effectivement, la fête à Macron, vous avez... Oui, moi je trouve que le titre est très maladroit, parce que je suis tout à fait d'accord que le... Mais c'est maladroit. C'est violent. Oui, enfin, au départ, c'était maladroit. C'est devenu violent. C'est ça, à cause du 1er mai. C'est maladroit parce que c'est violent, justement. Je trouve que, pour moi, on va faire la fête à quelqu'un, c'est ce qu'on dit en privé, on va lui casser la gueule. Donc ça va dire, bon, on va lancer les gens dans la rue pour casser. C'est extrêmement maladroit et ça va inciter probablement encore de la violence. Là, je suis d'accord que sur ce coup-là, Mélenchon est maladroit. Cette manif, on a le droit de manifester. C'est maladroit. Ou à dessein, comme le... Oui, c'est maladroit. Et je trouve que même s'il n'y avait pas eu les problèmes du 1er mai, choisir un titre comme « Je vais faire la fête à Macron », ça me choque. Je trouve que ce n'est pas digne d'un titre de manifestation en France. On va manifester parce qu'on est contre la politique du gouvernement, on va manifester parce qu'on veut quelque chose, mais manifester pour dire on va casser la gueule à quelqu'un, non, ça ne se fait pas dans la République française. Alexis, un instant, et puis après, alors, Lucille, Alexis, et puis on écoutera Thierry Solaire. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron a été élu, et qu'on voit bien qu'au début, il y avait quelque chose qui fonctionnait relativement harmonieusement, il y avait le sentiment d'un renouvellement du système politique, et d'ailleurs, même du côté de la France Insoumise, on avait un groupe de jeunes députés, très bons, nouveaux, etc. Et là, brusquement, on se retrouve face à face, excusez-moi, dans une espèce de lutte de coronesse qui a quelque chose d'assez fâcheux par rapport à cette façon dont les Français, la société française, peut regarder les institutions. Donc, il y a quelque chose où, moi, je ne séparerai pas la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve qu'on en parle beaucoup, alors que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en situation de responsabilité comme Emmanuel Macron. Donc, moi, je pense que celui qui est le plus en situation de responsabilité là-dedans, c'est Emmanuel Macron. Et je pense qu'il doit faire attention à ne pas trop théâtraliser. Que les autres. Non, mais pas plus raisonnable. Il doit faire attention surtout à ne pas trop théâtraliser les choses. Pourquoi il le fait ? Mais attendez, peut-être qu'il le fait, qu'il a des tas de raisons et qu'il est plus intelligent que les autres. Non, attendez. Mais attendez, moi je termine juste ma phrase. Je pense que le faire de loin, en plus, c'est prendre le risque que les Français se disent, tiens, on dit des choses à l'étranger sur nous, alors que nous, on est aujourd'hui dans une situation quand même assez critique, montée des inégalités, crise sociale. Et pourquoi est-ce que le président est loin ? Est-ce qu'il nous accompagne aujourd'hui dans la nécessité de transformer la France, ce qui ne va pas de soi ? Il y a aussi ceux qui se sentent les laissés pour compte du changement, au moment où on présente Emmanuel Macron comme le président des très riches. Donc attention à ça. Et puis je termine juste une chose par rapport à la question du vocabulaire. Je regrette vraiment le glissement de Mélenchon. Je regrette le glissement de Ruffin, qui lui aussi est quelqu'un qui a du talent. Qu'est-ce qui leur prend ? Moi, j'ai récupéré les tracts de la France Insoumise, comme beaucoup d'entre vous, peut-être au métro. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce torchon ? Je pense que la France Insoumise mérite mieux que son langage aujourd'hui et que Emmanuel Macron, quelque part, a un langage extrêmement châtié et que s'opposent 2 langages sur la France qui ne rendent pas compte du débat démocratique. Je pense que vous avez quelque chose de très juste dans ce que vous dites, c'est que Macron, dont on avait cru ou qui s'était présenté comme l'homme de la coolitude, du consensus, du tout, et en fait était le président du rapport de force. C'est un homme qui ne vit que dans le rapport de force, et
je pense qu'il y a une volonté absolument stratégique de mettre en scène cette opposition face à l'extrême gauche pour court-circuiter le vrai danger pour lui. C'est pas Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen, c'est une alternative qui se lèverait à droite, qui le prendrait en tenaille. Donc il faut faire que la droite n'existe plus, et donc il faut théâtraliser. Vous avez raison. Après, je pense que c'est aussi le fruit. Je terminerai là-dessus. C'est aussi le fruit d'une faiblesse de dispositif. Pourquoi est-ce que Macron parle ? C'est parce que c'était frappant le jour de ces. Il n'y a pas de bouclier ? Il n'y a personne. Qu'est-ce qui parle après ? On entend la droite, on entend Ciotti, on entend Mélenchon, on entend Wauquiez. Et pendant que Macron n'est pas là, personne ne parle. Et donc, du coup, il est obligé de revenir, de parler après. La surprise d'ailleurs, c'était l'absence d'Édouard Philippe au moment des événements du 1er mai et normalement, la polémique politique aurait dû revenir à Édouard Philippe et pas à Emmanuel Macron. Là, c'est un glissement qui est quand même significatif. Alors, le problème quand même pour Macron, il y a quand même un problème, c'est posé aux Français. C'est comment on se fait entendre quand on n'est pas d'accord. Vous avez été élu président de la République, très bien. Vous avez une majorité parlementaire, très bien. Est-ce que ça vous donne tous les droits pendant 5 ans ? C'est une question qui se pose au pays. Alors, il y a les manifestations, il y a les grèves, mais si c'est no chance et circuler, il n'y a rien à voir, on s'en fout, c'est pas tout à fait un dialogue démocratique. Alors, normal qu'un pouvoir tienne à appliquer sa politique, et en même temps, il y a une façon de dialoguer avec les Français qui doit quand même exister. Et là, il y a un risque pour Macron, c'est qu'à taper comme ça et à dire circuler, il n'y a rien à voir, je ne change rien, etc., ce soit une relation trop cassante, trop dure avec les Français. Et juste pour terminer là-dessus, je trouve qu'en plus, un tout petit mot, en plus on a l'épisode SNCF et on a l'épisode de la loi Asile et Immigration. Et à chaque fois on nous dit qu'il va y avoir des réformes équilibrées, et à chaque fois on a le sentiment qu'en fait, en tout cas, le dialogue et le débat est déséquilibré. Donc il y a quelque chose là qui commence à travailler et qui pourrait bien, dans une deuxième étape, peser sur Macron. Alors, tout à l'heure, Alexis, vous avez dit qu'il n'y a pas grand monde autour d'Emmanuel Macron. Vous êtes un peu injuste. Ce matin, il y avait Thierry Solaire, député La République En Marche, qui était sur RTL et qui allait évidemment dans le sens du président de la République et a ajouté une dimension. On l'écoute. Ils ne sont pas dans une logique très constructive à essayer de faire notre job d'opposant en disant leur vérité, à s'opposer en disant clairement les choses. Ils sont là aussi dans la rue devant des facs à essayer d'attiser des jeunes qui sont dans des logiques de blocage. Et vous savez, la violence, c'est un cheminement. C'est pas un jeu d'opposition, vous dites, démocratique qu'il pratique. Je ne vois pas, vous voyez, le Front National est dans une opposition complète et radicale à ce gouvernement. Je ne vois pas les députés du Front National toute la journée en train d'essayer d'appeler devant les universités des gamins à bloquer les facs. Je vois, pas tous, mais une grande partie des députés de la France Insoumise dans une logique d'agitation. On divise là, Jérôme Jaffray, d'un côté le Front National, la France Insoumise. Oui, enfin Solaire envoie des clins d'œil au Front National et tape comme un fou sur la France Insoumise. Ils font leur travail politique quand même, les députés de la France Insoumise. Il faut distinguer la lutte de la violence. C'est fondamental dans le débat démocratique. Les luttes, c'est normal. Vous défendez, vous essayez de créer un rapport de force social qui amène un gouvernement à changer. Eh bien, vous pouvez perdre, bien entendu, c'est la démocratie. Mais vous essayez de bâtir ce rapport de force. Que les députés de la France Insoumise aillent dans les facs pour dire c'est le moment de bouger, Parcoursup, ça ne va pas, on ne fait pas ce qu'il faut pour l'enseignement supérieur, moi, ça ne me choque pas. En revanche, tout ce qui peut être la violence, ça, c'est inacceptable et ça n'est pas, me semble-t-il, ce que les députés de la France Insoumise vont dire dans les facs. Donc je pense qu'il y a quand même là une séparation à faire. La lutte n'est pas la violence, mais il y a un moment où certaines formes de lutte rejoignent la violence. C'est-à-dire que quand 200 personnes bloquent une fac où il y a 10 000 étudiants, si ce n'est pas une violence, qu'est-ce que c'est ? Quand des militants... C'est un blocage. Ça s'appelle une violence infligée par 200 personnes. Qui ont été levés d'ailleurs, ils ont été levés, ces blocages. C'est une violence légitimée, appuyée par des députés. Donc c'est une forme et par ailleurs, on se rend compte que dans les fameux étudiants qui sont censés être étudiants, il y a des militants de France Insoumise qui par ailleurs inventent des victimes de la police. Donc là, c'est quand même, si ça c'est pas de la manipulation, du mensonge et de la propagande, c'est une forme de violence. Vous parlez de l'affaire de Tolbiac. Oui, bien sûr. C'était qui était derrière le mensonge ? Alors, je ne pense pas que ce soit la France Insoumise qui bâtit le mensonge. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire cela. Ce n'est pas la France Insoumise qui a fait le mensonge sur le fameux mort de Tolbiac ou la personne qui est dans le coma. C'est des fous sur place qui ont raconté n'importe quoi.
Ce qu'il faut... Ce que je voulais dire par rapport aux facs, c'est rappelez-vous ce qui s'est passé aussi à Montpellier. Il y a en fait quelque chose qui gagne en termes de violence un peu partout, parce que quelque part, il y a un manque de régulation et de contre-pouvoir en France. On s'aperçoit que certaines situations peuvent se dénouer heureusement, comme par exemple ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, parce que la préfète a joué un rôle extrêmement régulateur et positif. À un moment, ça aurait pu basculer vraiment de l'autre côté. Mais cette question de la régulation par l'autorité publique, les pouvoirs publics, elle se pose. Et il faut quelque part que ça descende, c'est-à-dire que le ruissellement, j'y crois pas trop au niveau économique, mais j'y crois beaucoup au niveau de l'État. C'est-à-dire que je pense que si on pouvait trouver chez les hauts fonctionnaires une capacité à réguler sur le territoire, ce serait intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut imaginer des contre-pouvoirs parce qu'une société démocratique, elle en a, et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'au Parlement, la question des contre-pouvoirs, elle est posée. La majorité de La République En Marche nous a fait tout un truc sur la question de la loi Asile et Migration pour finalement avoir une personne qui ne la vote pas. Et donc, où trouver les contre-pouvoirs? Les syndicats sont aujourd'hui affaiblis. Est-ce que ça se trouvera d'une manière démocratique et non pas par la violence? Je crois que c'est une question qui nous est posée collectivement. Corps intermédiaire. Pour répondre, les Alexis, journalistes, par exemple. Je rétablis, c'est le média, donc le média de la France Insoumise, qui avait sorti cette affaire de Maura Tolbiac. Oui, exactement. Et merci Charlotte Darche qui me souffle à l'oreille. La Web TV, le média qui a soutenu ça. Mais ce n'est pas les députés de la France Insoumise. Je ne dis pas que c'est les députés. Alexis Brézé, ce n'est pas les députés. C'est pas les députés. Non, mais je ne savais pas. Mais c'est reprendre l'information sans la vérifier, sans la... Et par ailleurs, dans mon souvenir, je ne veux pas dire de bêtises, mais Charlotte Darche, qui est au bout du fil, va peut-être nous le dire. Dans mon souvenir, un des témoins qui prétendait avoir vu cette fameuse victime qui n'a jamais existé, dans mon souvenir, je peux me tromper, mais est une militante France Insoumise. Appelée ou surnommée, je ne sais pas, Leïla. Voilà, donc est bien une militante France Insoumise et pas étudiante à Tolbiac. C'est le cas, c'est le cas. Voilà, on a vu aussi des violences d'extrême droite dans une faculté à Montpellier, et là on s'est aperçu que le doyen de la faculté de droit était complice de ces violences. Donc au fond, on a un sujet aussi qui travaille l'université sur les modes de régulation, je me répète, et la question de qui incarne l'autorité et qui est capable de faire en sorte que les gens se parlent. La démocratie sociale, ça devrait exister. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, dans l'autorité de Macron, il y a quelque chose qui condamne les modes de fonctionnement anciens, y compris démocratiques. Philippe Turle, avec votre regard un peu extérieur, vous avez l'impression que plus personne ne se parle? Vu de l'extérieur, Macron a une fenêtre de tir. Il sait que les syndicats sont divisés, que l'opinion publique, dans beaucoup de cas, est avec lui, surtout dans la réforme de la SNCF, que les syndicats n'arrivent pas à se regrouper pour faire une manifestation commune, pour une lutte commune avec tous les gens dans la rue, et que dans les entreprises en grève, que ce soit Air France, que ce soit la SNCF ou ailleurs, il n'y a pas une majorité de personnes qui soient d'accord pour faire grève. Donc, ils sont extrêmement divisés. Donc, Macron, il sait qu'il peut avancer probablement avec ces réformes, parce que le mouvement ne prend pas. Donc, le problème, c'est que Mélenchon, il sait que Macron avance, donc il essaie par tous les moyens de contrer Macron. Il appelle à aller dans la rue, donc il appelle à faire la fête à Macron. Ça encourage, d'un autre point de vue, les violences de certaines personnes qui disent de toute manière, nous, on n'a aucun autre moyen de nous exprimer, donc on va devenir violent pendant les manifestations. Et ça tire tout le débat vers le bas. Et je pense qu'il faut se ressaisir partout en disant, voilà, on ne peut pas continuer comme ça, parce que quand on a eu ces manifestations, ces Black Blocs qui sont venus le 1er mai, où étaient les forces de sécurité pour les contrer? On savait qu'ils allaient venir, on savait à peu près ce qu'ils allaient faire, et on est intervenu beaucoup trop tard. Donc il y a une faute de la part du gouvernement, il y a quand même une faute de la part d'Emmanuel Macron avec ce qu'il a dit vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même une faute de Mélenchon, je suis d'accord, mais il faut quand même faire très attention, parce que là on est en train de tirer tout vers le bas, et ça incite encore plus de violence. Merci, on prend quelques réactions encore. Bobif nous dit l'affiche de la manifestation est clairement un appel à la casse, donc on revient toujours sur cette fête à Macron. Flo Dupont, laisser faire la fête à Macron est inadmissible et anti-républicain. Révoltons-nous. Rien, c'est le surnom de notre internaute, rien ne justifie la violence de l'extrême gauche et des nihilistes. Et Amir Kat, enfin, on peut manifester sans tomber dans la casse. Alors, je voudrais qu'on s'arrête maintenant quelques instants. Et la réponse, à notre question posée sur Twitter, la question a été rédigée ainsi. Faut-il voir, comme le suggère Emmanuel Macron, la main de la France insoumise derrière les casseurs? Eh bien, vous êtes 66%, donc 2 tiers de nos internautes estiment que oui.
il faut bien, comme Emmanuel Macron, voir la France insoumise derrière ces violences. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur cette interview donnée par Emmanuel Macron, toujours, à la Nouvelle Revue Française. C'était la semaine dernière. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a des passages qui me paraissent assez intéressants, éclairants. On en voit un, par exemple. Emmanuel Macron dit « Ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire que nous vivons en Europe redevient tragique. » Et il décrit l'Europe comme un vieux continent de petits bourgeois se sentant à l'abri dans le confort matériel. Ça vous fait réagir, Jérôme Jaffray? Oui, c'est une interview très intéressante qui est parue dans la Nouvelle Revue Française faite par Michel Crépu, qui a sorti un petit livre sur l'affaire Fillon, qui est un petit bijou, l'empêchement. Qui était à la Revue des Deux-Mondes. Oui, qui est un petit bijou, absolument. On ne peut pas dire que la modestie étouffe Emmanuel Macron. Hein, quand on lit cette interview, franchement, c'est assez impressionnant. Oui, parce qu'il y a tout un passage aussi sur la verticalité du pouvoir. Mais arrêtons-nous sur le passage... Oui, mais même ce passage est intéressant, car dans ce passage où il nous explique que l'histoire redevient tragique, ce qu'il propose, c'est de sortir de l'insignifiance. C'est dans ce passage. Ce sont ces termes. Sortir de l'insignifiance, avec Macron, les choses vont sortir de l'insignifiance dans laquelle nous étions finalement depuis la chute du communisme. Si je prends grossièrement la datation que peut faire Macron, il y a le fait que l'Europe ait été cassée en deux après-guerre, qu'on a réussi à sortir du communisme en Europe de l'Est et que ça a été un pas décisif et que depuis, ce vieux continent vivait dans un confort matériel et une insignifiance et qu'on va en sortir grâce à ce qu'il fait. C'est évidemment mettre très haut, la barre très très haut en définitive, par rapport à la place qu'il va laisser dans l'histoire et à ce qu'il va pouvoir faire, quand on voit même la façon maintenant dont il est accueilli par tous les autres Européens sur ce qu'il propose en matière de politique européenne. Là, il y a un décalage qui me paraît absolument immense, mais c'est une interview que j'ai trouvée effectivement très intéressante. Donc la chute ne peut en être que plus brutale, Alexis? Oui, mais je pense qu'il faut faire attention au risque de la condescendance vis-à-vis de ces pauvres gens qui vivent dans leur pauvre confort, petits bourgeois, alors que nous autres vivons le grand vent de l'aventure et de l'aventure internationale. C'est dangereux. Et ce qui me frappe toujours dans Emmanuel Macron, c'est qu'il a tendance à vivre son destin collectif comme une sorte de roman national. Il explique d'ailleurs quasiment dans cette interview que finalement les gens ont voté pour son côté romanesque. Pour Julien Sorel, pour Lucien de Rubempré. Dans les deux cas, ça ne se finit pas bien, ni Sorel ni Rubempré. Donc il faut quand même qu'il se méfie. C'est un peu voir son nombril comme le centre du monde. Les gens n'ont pas voté pour ça. Les gens, ils ont voté pour qu'on résolve un certain nombre de problèmes, et sans doute parce qu'ils ne voulaient pas de ses adversaires, ce qui est un tout petit peu différent. Mais lui, il réécrit ça comme une épopée, et une épopée non pas collective, mais une épopée personnelle. Condescendance, épopée personnelle, Philippe Theur, ou vous êtes moins sévère finalement que... Emmanuel Macron, parfois je me dis, est-ce que ça lui monte à la tête ? Parce qu'il dit des choses, et je dis, mais quand même, vous êtes président de la République française, mais j'ai l'impression qu'il est d'accord président de la République française, mais dans sa tête, il se voit président de l'Europe. Parce qu'il me dit, bon, Angela Merkel est sur le départ, elle est affaiblie, les Britanniques sont au vent avec Brexit, il y a beaucoup de problèmes dans l'Europe du Sud, etc. Donc, il faut un leader, quelqu'un qui mène l'Europe, qui va créer un nouvel élan parmi tous ces pays, ces 27, pour aller vers l'avant, et bien c'est moi. Et donc, moi, je suis en position de force parce qu'en France, évidemment, je peux faire ce que je veux. En Europe, il n'y a personne d'autre et je peux faire ce que je veux. J'ai des rapports avec Donald Trump qui sont vraiment formidables. Et donc, il ne reste que l'Europe à conquérir. Et ensuite, allez, on y va. On va créer une nouvelle entité énorme qui va briller dans le monde. Malheureusement, pour lui, ce n'est pas aussi simple que cela. Donc, bon... C'est bien d'essayer, c'est bien d'être optimiste, c'est bien d'avoir l'envie d'aller vers l'avant, mais je pense qu'il va assez vite trouver que c'est plus compliqué qu'il ne le croyait. Une réaction, Lucie Schmitt, sur ces Oui, propos moi je trouve Macron. Alors, je suis très mitigée parce que j'étais à la fois ravie de voir qu'on a un président de la République qui lit, qui cite Giono, qui cite Stendhal, qui cite Colette. Il y a toute une partie sur ses goûts littéraires. Ses goûts littéraires et sur sa grand-mère. Et donc, je pense que s'inscrire... Enfin, Colette, sa grand-mère qui l'a beaucoup qui l'a initié notamment à Colette. Non, Colette, une auteure romanesque, qui aime les animaux, la nature. Enfin, il y a quelque chose de très fort et très sensible. Donc ça, c'est assez chouette. Après, il faut quand même qu'il ne nous fasse pas le côté « je donne l'interview à la NRF, puis après je suis super techno, puis après je vais voir Donald Trump ».
Et donc, il y a quand même un Macron à multifacettes qui, quelque part, peut se perdre lui-même. Il ne faut pas qu'il oublie quelles sont les priorités. Et se mettre en scène comme un héros de roman et en même temps dire qu'il écrit le nouveau récit romanesque du monde, ça fait beaucoup. Soit on est un héros de roman, mais alors on n'écrit pas soi-même l'histoire, et l'histoire peut mal se terminer, parce que je rappelle quand même qu'en même temps, on a tout le scandale qui a été soulevé par Mediapart sur la question des comptes de campagne, la relation à l'argent, qui est un truc extrêmement romanesque. Donc la question de la relation d'Emmanuel Macron à Las Vegas, à l'argent, à JL Events, c'est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont écrites d'une manière positive. Et le tragique peut le rattraper, Emmanuel Macron. Donc c'est gentil de nous expliquer que le tragique lui permettra d'exister parce qu'il va nous sauver du malheur qui nous menace. Mais il faut qu'il fasse attention au fait que... Et la culture qui est la nôtre. Et pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a un vrai sujet sur comment est-ce que le destin du monde, effectivement, ça on le sent comme lui, comment est-ce que le destin du monde va s'organiser, pas seulement le destin de l'Europe, mais la place que va y jouer Emmanuel Macron, elle dépendra aussi du collectif des autres chefs de gouvernement, de la société française. Et je trouve qu'il ne construit pas le collectif. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est que dans un roman, il y a plusieurs personnages, il y a des acteurs, il n'y a pas seulement la grand-mère d'Emmanuel Macron. Et je trouve qu'elle prend une place très importante par rapport à la société française. Donc attention à ça, on n'est pas dans une situation où on fait une psychanalyse d'Emmanuel Macron en permanence. Il faut aussi qu'il s'imagine comment il construit le collectif et pas seulement comment il utilise les divisions de la société française. Un mot, Philippe Turle, sur ce point, et puis on termine. Quand Emmanuel Macron a été élu l'année dernière, son élection a donné un formidable coup d'air frais pour l'Europe, vu de la Grande-Bretagne, parce que vous savez que le Brexit a été voté en disant l'Europe c'est fini, on s'en va, etc. Angela Merkel est fini, François Hollande, on n'y compte pas, etc. Quand Macron est arrivé, ça a quand même ringardisé pour une partie de la population britannique le vote Brexit en disant, voilà, peut-être que maintenant on a quelqu'un qui est capable de soulever l'Europe. On a la tête d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, son arrivée en France au pouvoir était quand même assez bien vue par les pro-européens britanniques. Mais à l'arrivée, son grand rêve européen, aujourd'hui, donne le sentiment de se briser sur ces peuples petits bourgeois qui désirent bêtement de se sentir à l'abri, ne se sentent plus à l'abri. Et du coup, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne et en France, se révoltent et font toutes des choses qui interdisent à leurs dirigeants de mener à bien le grand rêve d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est quand même un problème, malgré tout. Jérôme Jaffray va modérer un peu. Oui, il y a quand même, d'abord, les dirigeants ont pour rôle d'essayer de prendre les problèmes globaux tels qu'ils se présentent et que les opinions publiques ne perçoivent pas forcément. Il y a un changement de la politique américaine dans le monde qui crée pour l'Europe des obligations nouvelles de protection, d'organisation, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, les États-Unis ne joueront plus, manifestement Trump n'est pas qu'une parenthèse, les États-Unis ne joueront plus le rôle qu'ils jouaient exactement de protection de l'Europe. Ce qui me frappe aussi, une chose quand même, disons, on est assez critique sur Macron, mais disons quand même que cette interview nous dit aussi une chose, c'est qu'il est d'un niveau intellectuel très supérieur à celui de ses trois prédécesseurs. Pour m'arrêter là, c'est assez net. Il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est quand il dit qu'il y a une chose qu'il déteste faire, c'est donner les leviers de la décision. Ça, c'est assez fascinant, j'ai trouvé comme propos, parce qu'on demande à Macron souvent de donner le sens des réformes qu'il fait, et il dit non, il y a le temps de la concertation, de la discussion, puis une fois que c'est décidé, on y va, et je déteste donner le levier de mes décisions. Le délibératif, l'ennui. C'est intéressant parce que ça limite la compréhension du sens des réformes qu'il fait. Donc je suis très surpris de cette déclaration, mais qui s'inscrit dans la verticalité macroniste qui est qu'à un moment donné, le pouvoir tranche, et que trop d'explications à la limite réduit la force du pouvoir. C'est cette idée qu'il a qui effectivement change la nature du débat démocratique par rapport à ce qu'il était. Quand Macron part aux États-Unis, est-ce qu'il part en tant que président français ou est-ce qu'il parle en tant que président de l'Europe ? Et ça, c'est quelque chose... En français, il ne parle pas du tout. La position européenne, c'est de défendre le traité iranien. Et lui, il prend les devants en l'enterrant et en disant à Trump, c'est pas grave, on va en négocier après. Donc c'est une position qui est purement française, dont on peut être pour, on peut être contre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est absolument pas la position européenne. On parlera de l'Iran, de l'Amérique, de Trump et du nucléaire une autre fois. Et pour le moment, c'est la Nouvelle-Calédonie qui nous intéresse. Emmanuel Macron a débuté sa visite sur place ce matin, 30 ans après le drame d'Ouvéa et 6 mois avant donc ce référendum sur l'indépendance du Caillou. Pour le moment d'ailleurs, les partisans du maintien dans la République sont majoritaires à 60%.
On en parle dans un instant. On écoute avant Florian Philippot. Le président des Patriotes reproche à Emmanuel Macron de ne pas s'engager suffisamment dans le débat. Je souhaite ardemment que nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie fassent le choix, évidemment, de la France. Ce qui me pose plus problème, c'est que le président de la République française s'y déplace. Moi, je pensais qu'il s'y déplaçait pour porter la cause de la France, naturellement, puisqu'il est garant de l'intégrité du territoire national, d'après ce que lui demande la Constitution française. Et en fait, on apprend qu'il jouera le rôle d'arbitre, qu'il ne prendra pas parti dans ce référendum. Dans son discours samedi, il ne devrait pas dire sa préférence. De préférence. Hallucinant. Ce qui est hallucinant. Il devrait s'engager davantage, Emmanuel Macron ? Je pense qu'il s'engage. Moi, il se trouve que j'ai passé toute mon enfance en Nouvelle-Calédonie, que je connais ce pays. Je connais cette île, en tout cas très, très intimement. Et je pense qu'il a raison d'essayer d'abord de réconcilier les deux camps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit qu'à 60%, le référendum est déjà joué. En même temps, quand on voit la question, il faudra quand même répondre non à la question, puisque c'est une question elle n'est pas encore Si, elle a été établie par Édouard Philippe. Et en fait, la question dit, grosso modo, est-ce que vous êtes contre l'indépendance ? Donc il faudra répondre non, et ce sera compliqué. Donc moi, je ne pense pas que le résultat soit déjà acquis. En revanche, on voit bien que les camps sont cristallisés et qu'il y a quelque chose de l'idée que, au fond, les Kanaks sont pour l'indépendance et que les Caldoches et les autres minorités sont pour le maintien dans la France. Et ça, c'est très ennuyeux parce qu'il y a quand même l'idée de ceux qui étaient déjà là, qui sont les occupants natifs. Et si on imagine que le référendum, la Nouvelle-Calédonie reste dans la France et que les Kanaks soient contre, on imagine que les choses se passeront mal. Puisqu'il y a déjà eu, on vient de parler de violence, il y a déjà eu des violences fortes, il y a eu des morts, Jean-Marie Tjibaou qui a été assassiné, etc. Donc je pense qu'Emmanuel Macron a raison de venir en tant que réconciliateur. Arbitre, ce n'est pas le bon mot, et Florian Philippot, de toute façon, est de mauvaise foi. La question, c'est comment est-ce qu'il fait pour montrer qu'il est le président de l'ensemble de ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie, et je pense qu'il a raison de prendre cette posture. Après, je trouve qu'il a aussi également raison de se rendre en Nouvelle-Calédonie, parce que pour y avoir vécu, quand on est à 18 000 km de la France, je pense que très longtemps, on ne s'est jamais senti en France, en Nouvelle-Calédonie, et que quelque part, quelque chose qui pourrait se rejouer, c'est presque une situation, j'allais dire, à l'algérienne. Sauf que là-bas, ceux qui ne sont pas originaires de Nouvelle-Calédonie sont majoritaires. Mais s'il y avait un clivage de cette nature, il y aurait une violence et il y aurait une impossibilité à coexister, alors que c'est un territoire stratégique, riche sur le plan de la faune, de la flore, du nickel, et extrêmement stratégique. Moi, je me rappelle dans les années 60-70 que les bateaux russes faisaient escale en Nouvelle-Calédonie pour venir surveiller l'Australie, pour venir surveiller les essais nucléaires français. Donc il faut qu'évidemment la Nouvelle-Calédonie reste française, mais encore faut-il que la France lui offre un projet. Et je pense que là-dessus, si Emmanuel Macron peut nous écairer, moi je suis pour la position d'Emmanuel Macron à fond sur la Nouvelle-Calédonie. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que l'essentiel, il ne devait pas venir pour dire voter pour la France, voter pour rester faire partie de la France et abattre tous ceux qui veulent l'indépendance. Ça ne serait absolument pas du tout son rôle, ni intéressant pour lui de le faire. Parce que le fond, c'est qu'il faut absolument éviter tout embrasement. Et comme vous dites très justement, ce vote n'est pas acquis. Et on a déjà eu 2 accords, les accords de Matignon et les accords de Nouméa. Il faut absolument, qui ont mis fin à des violences mais épouvantables il y a 30 ans, en 1988. Il faut absolument éviter toute possibilité que ça recommence. Donc Emmanuel Macron est parfaitement dans son rôle d'aller sur place. Il fallait qu'il aille sur place. Je trouve que c'est beaucoup trop longtemps qu'un président français n'a pas mis les pieds en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est quand même assez honteux. Et il est complètement dans son rôle. Il est à sa place. Il fallait qu'il y aille. Et la présence qu'il a sur place, pour moi, ça suffit pour dire je suis là, je suis votre président, restez en France. Il n'a pas besoin de dire vous allez voter pour rester en France après. Alexis, sur ce point, est-ce que... Oui, je pense qu'il ne faut pas, pour le coup, faut pas faire de mauvais procès. Le fait d'être là veut dire je suis votre président et veut dire implicitement. Alors c'est le en même temps macronien. Il dit non, je ne dis rien, mais je suis là et en disant là ce que je suis dit. Tout le monde sait que pendant sa campagne, il a dit je souhaite que... Il parle, en étant là, il parle. Donc bon, voilà. Après, moi, ce qui me frappe dans cette affaire calédonienne, alors que je connais beaucoup moins que vous, moins bien que vous, mais c'est un graphique qu'on a publié hier dans le Figaro sur l'évolution de ce qu'on appelle le corps électoral. Ouais. On a tous en tête, moi en tout cas qui connais mal, qu'il y a d'un côté les Kanaks, de l'autre côté les Européens, Caldoches et métropolitains, et que les uns sont grosso modo plutôt pour l'indépendance et d'autres plutôt contre. Et on se rend compte dans ce graphique sur l'évolution de la population
population qui vient parce que la loi permet en Calédonie de cribler la population en fonction de ses origines ethniques, ce qui est absolument interdit en métropole. Et donc on voit que la population, le groupe ethnique qui est devenu le deuxième juste derrière les populations d'origine kanak est très important. Aujourd'hui, c'est les populations qui ne sont ni kanak ni européennes, et venant d'Indonésie, qui sont indonésiennes, polynésiennes, vietnamiennes, tahitiennes, mélanésiennes, wallisiennes, etc. Donc en fait, c'est pas c'est pas un jeu à 2 joueurs, c'est sans doute un jeu à 3 joueurs. Et la question, c'est est-ce que ce corps intermédiaire qui n'est ni kanak ni européen, où est-ce qu'est son aspiration ? Et ce que moi je souhaite, c'est que son aspiration soit de rester française. Mais voilà, moi, ce qui en tout cas, moi, me paraît nouveau pour l'observateur qui voit ça de loin. Jérôme Jaffray, je donne une réaction ou deux et je vous donne la parole tout de suite après. Amir Kat qui nous dit en même temps, en tant que pays démocratique, la France doit respecter le résultat du référendum si la Nouvelle-Calédonie décide de se séparer. Jérôme Jaffray. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit très largement. Je pense que les autorités françaises ne doivent pas prendre position sur ce référendum. Elles n'ont pas à dire s'il faut voter oui ou s'il faut voter non, puisque c'est uniquement les Néo-Calédoniens qui s'expriment. Donc que les autorités néo-calédoniennes provinciales prennent position, c'est la moindre des choses. Les autorités françaises ne doivent pas le faire. Je pense qu'Emmanuel Macron a donc raison de ne pas prendre de position directe lors de son voyage. Et en même temps, comme nous l'avons dit, en allant en Nouvelle-Calédonie, il dit bien qu'il est le président aussi de tous les Néo-Calédoniens. Donc c'est un message absolument essentiel et il ne faut pas aller plus loin. Les forces politiques, elles ont le droit d'intervenir et de prendre position dans le débat du référendum de Nouvelle-Calédonie. Ce n'est que les autorités auxquelles j'applique le raisonnement qu'elles doivent rester prudentes sur le sujet. Le souci, évidemment, c'est d'éviter absolument de revenir à la situation d'affrontement que nous avons connue tragiquement il y a 30 ans. Une des choses importantes du voyage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se rend à Ouvéa pour le 30e anniversaire du massacre d'Ouvéa, dans lequel 4 gendarmes ont été tués et 19 Kanaks, dont certains ont été tués, semble-t-il, après reddition. Ce qui est évidemment un événement assez tragique dans notre histoire française. Et les accords Matignon que Michel Rocard a conclus dans la foulée, c'est un petit miracle qui s'est produit en 1988 de réconciliation des Français. Avec les personnalités de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Djibaou. Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou se sont élevés au niveau de l'histoire en agissant ainsi, mais ça veut dire que la paix civile et l'équilibre des communautés et la paix civile, ça doit rester 2 enjeux fondamentaux, quels que soient les résultats du référendum. Et en particulier, si le refus de l'indépendance continue, comme c'est probable quand même de l'emporter, car vous dites 60% des gens sont contre l'indépendance, en réalité, dans le dernier sondage que j'ai pu lire, dans le détail, du Figaro, du jour d'ailleurs, c'est la question 60%, du jour qu'on pose à nos internautes. Oui, mais là, il s'agit d'un sondage fait auprès des Néo-Calédoniens, voyez-vous. Donc là, nous, c'est l'opinion évidemment des internautes, dont la plupart sont des internautes qui vivent en métropole, bien entendu. Il n'y a que 53% de vos internautes qui ne souhaitent pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Nous, dans le sondage que j'ai lu, c'est 60% qui ne souhaitent pas et 20% qui souhaitent. Et 20% ne répondent pas. Ce qui veut dire qu'on est en fait dans un rapport de force beaucoup plus net. Mais toute la question, c'est l'équilibre à l'arrivée et la paix civile. Si le référendum doit être un retour en arrière et vers l'affrontement, c'est une véritable catastrophe. C'est le jour d'après qui se présenterait. Un mot, Lucille Schmitt. Je voulais juste dire un petit mot, c'est qu'en plus, la Nouvelle-Calédonie est extrêmement peuplée dans le sud, autour de la zone de Nouméa, mais que tous les événements tragiques se sont passés aux loyautés dans le Nord, où les indépendantistes sont plutôt majoritaires. Donc il y a un vrai sujet, quelque part, aussi sur la question du territoire, comment est-ce qu'on organise cette tranquillité. Et puis une dernière chose... Ça a été bien fait par les accords de Matignon. Tout à fait, mais ça reste encore, en termes de population, il y a un déséquilibre. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en France, on connaît les Antilles, parce qu'il y a des Antillais en France. On ne connaît pas, lorsqu'on est en France métropolitaine, on ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie. Et donc je pense que pour préparer ce référendum, ce qui serait aussi assez remarquable, si je peux faire une proposition, ce serait vraiment mieux connaître cette Nouvelle-Calédonie qui a inspiré des romanciers, qui a inspiré, enfin je veux dire, au musée des Arts premiers. Donc il y a quelque chose sur la culture. Non, mais il y a quelque chose sur cette culture je rappelle française du simplement bout du monde. qu'il y a eu un référendum sur la Nouvelle-Calédonie en septembre 1988 pour savoir si les Français approuvaient l'accord Matignon conclu par Michel Rocard. 80% ont voté oui, mais il y a eu énormément d'abstentions parce qu'il y a cette méconnaissance dont vous parlez effectivement aussi de la Nouvelle-Calédonie
qui est une vérité, je crois. Il faut savoir aussi que si on a besoin d'un rappel de la situation fragile à la Nouvelle-Calédonie, que Jean-Marie Djubin a payé de sa vie, les accords de Matignon assassinés une année plus tard. Il nous reste peu de temps. Je donne quelques réactions. Celle de Valentin Holbert. J'espère que la Nouvelle-Calédonie restera française. La France doit être une grande nation unie et indivisible. Et Lia Douéper, nous, jeunes Kanaks métis, ne sommes pas forcément indépendantistes. Mais ce qu'on veut, c'est que Macron nous dise ce que deviendra la Calédonie si elle reste française. C'est tout. Eh bien, on aura peut-être l'occasion d'aller plus loin sur cette question. Il nous reste peu de temps, je l'ai dit, mais on va quand même parler un petit peu de bioéthique. Les états généraux de la bioéthique touchent à leur fin. Parmi les sujets les plus débattus, celui de la procréation médicalement assistée et de son ouverture à toutes les femmes, c'est-à-dire aux couples de femmes homosexuelles ou aux femmes célibataires. Pendant sa campagne, il y a un an, Emmanuel Macron s'y était dit favorable. Que va-t-il finalement décider? On devrait le savoir dans les prochaines semaines. Lucille Schmitt, finalement, les partisans de la Manif pour tous n'avaient-ils pas raison quand ils disaient après le mariage homosexuel, il y aura la PMA et bientôt la GPA? Je connais très peu les partisans du mariage pour tous, mais j'observe qu'aujourd'hui... Les opposants. La question, ceux qui sont les partisans de la Manif pour tous. C'est ça. Ouais. Je les connais peu. Mais en tout cas, ce qui me semble, c'est que là, il ne faut pas se laisser de nouveau prendre en otage par rapport à je les considère comme des extrémistes, pour être franche. On parlait d'extrême gauche, d'extrême droite. Pour moi, ce sont des extrémistes sur le plan de la bioéthique. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans le débat public autour de ces états généraux, il y a aussi eu des paroles autorisées, comme celle de ce grand professeur de médecine, le professeur Oliven, qui s'est exprimé en disant qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques qui montraient que sur la PMA, pour les couples de femmes, il a dissocié la question des hommes et la question des femmes célibataires et des couples de femmes homosexuelles, en fait. Hein. Donc, il assume la différence de sexualité et la différence corporelle sur la question de l'enfant entre hommes et femmes. Moi, je trouve que c'est une position de bon sens intéressante, au-delà des questions religieuses. Mais ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte, on voit bien que du côté des catholiques, il y a aujourd'hui plus de clivage, de division entre des catholiques de droite, des catholiques de gauche, sur ces sujets, effectivement, de mariage, de sexualité, de droits de l'enfant, etc. Donc, effectivement, il faut affronter des oppositions. Il peut y avoir des manifestations, mais je pense qu'Emmanuel Macron doit aller jusqu'au bout sur cette question de la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires, que c'est une position sur laquelle il sera appuyé par le corps médical, et ça compte, parce qu'il y a des éléments scientifiques, que les comités de bioéthique l'ont dit également. Après, il y a des opinions religieuses qui peuvent s'exprimer, mais il se trouve que la France est un pays laïque. À propos des opinions médicales, on avait dans le Figaro il y a 2 jours l'interview d'un généticien qui exerce à l'hôpital Necker. On va voir ce qu'il disait. Je suis médecin, tout ce que je fais, il s'appelle le professeur Arnold de Munich, tout ce que je fais, je le fais pour des gens qui ont des problèmes médicaux, pas pour des convenances personnelles. La PMA pour des raisons sociétales sans infertilité ni cause génétique me choque. Ce n'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est socialement souhaitable. Donc il met la différence entre les causes effectivement d'infertilité médicale et les autres. Oui, voyons les choses désirs en face. d'enfant. La PMA pour toutes, elle est devant nous, elle va se faire. D'abord parce qu'elle est inscrite dans le programme d'Emmanuel Macron et qui n'a qu'un mot à la bouche, c'est « je fais mon programme ». Et elle est la conséquence logique effectivement du mariage pour tous. Le problème derrière qu'il y a à l'évidence, c'est... Emmanuel Macron l'avait dit à propos du mariage pour tous, on a humilié, on a divisé exagérément le pays, on a humilié les opposants au mariage pour tous. Donc comment on n'humilie pas quand on fait la PMA pour toutes? Deuxième chose, la GPA, elle est en filigrane derrière, parce que ça crée une inégalité entre les couples homosexuels femmes et les couples homosexuels hommes, ce qui pose demain le problème que la GPA va se poser. Donc nous sommes devant des transformations de valeurs, des transformations profondes, des découvertes pour les Français de choses auxquelles ils ne pensaient pas une seconde qu'ils verraient ça dans leur vie. Et comment on peut inscrire ça en respectant, d'abord, par exemple, le professeur Munich, vous citez son interview dans le Figaro d'hier qui était très intéressante, il y a effectivement le droit aussi pour les médecins de se mettre en retrait s'ils sont en désapprobation de ce genre de choses. Ça, il faut que ça puisse être prévu. C'est ce que j'appelle éviter d'humilier, éviter de diviser, respecter les positions. La Manif pour tous a été très présente dans les états généraux de la bioéthique. Moi, je me souviens de l'époque où, avant le mariage pour tous, on disait ça passera comme une lettre à la poste, ça ira très bien. Et puis on s'est rendu compte que ça avait profondément divisé la société française et que des millions de gens qui ne sont pas tous des extrémistes étaient absolument, sincèrement choqués contre cette réforme du mariage pour tous. Je crois
qu'en fait, souterrainement, c'est la même chose qui est en train de se passer. On a vu aujourd'hui, effectivement, la partie Manif pour tous, catholique, qui s'est mobilisée, très présente et très unie. C'est-à-dire que les paroisses ont appelé leurs fidèles à prendre position sur le truc Internet en disant « répondez », etc. Donc, je veux dire, le clivage chez les catholiques passe pas là. Le pape François est sur cette ligne-là. Donc, y compris les catholiques modérés ou de gauche, pas tous, mais enfin, grosso modo. Gauchiste, genre le pape François. Genre gauchiste, même gauchiste. Mais sur ces questions-là, le pape François n'est pas gauchiste, justement. Mais bon. Donc c'est. Bon, mais il y a ceux-là et ceux-là, on les a vus. Mais il faut regarder que souterrainement, si on regarde bien, ça va bien au-delà des catholiques, les réticences. Sylviane Agacinski, c'est pas parce qu'elle est catholique qu'elle est plus que réservée. Jacques Testard, le père du bébé Éprouvette, c'est pas parce qu'il est catholique. Michel Onfray, c'est pas parce qu'il est catholique. Charlie Hebdo, qui a fait un numéro contre PMA et GPA, c'est pas parce qu'ils sont catholiques. Il y a les catholiques, il y a toute une partie de l'opinion qui est contre la marchandisation du corps, donc ça c'est la frange anticapitaliste, antilibérale. Il y a ceux qui sont contre la déshumanisation, et ça c'est plutôt Sylviane Agacinski, Testard, etc. José Bové, c'est pas parce qu'il est catholique, je ne sais pas ce qu'il est, José Bové. Donc vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que c'est réducteur de non, ça veut dire ça que comme une affaire beaucoup de gens, et on le verra si Macron, et je pense que effectivement son intention, c'est de repousser ceux qui veulent tout changer, y compris et donc faire la GPA, et ceux qui veulent ne rien changer, il va essayer de passer au milieu en faisant la PMA. Mais je pense que ça va être moins simple que ceux qui croient, pour toutes ces raisons-là. Moins simple qu'il n'y paraît pour Emmanuel Macron, Philippe Turn. Ce sera moins simple que Emmanuel Macron aimerait. Je suis complètement d'accord, je pense qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de son projet, parce que là, il a annoncé, on le sait qu'il est pour. Et s'il ne le fait pas, d'abord, ça serait pour lui un énorme point de critique, en disant, ben voilà, c'est quelqu'un qui honore pas ses promesses électorales. Et deuxièmement, vous mettez à la place de ces personnes qui ont le droit maintenant de se marier, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je parle des couples de femmes, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ils vont aller voir ailleurs, ils vont aller à l'étranger, ils vont faire leur bébé ailleurs où c'est possible, et ils vont revenir. Et là, quel statut aura cet enfant en France, né à l'étranger, où elle était conçue pas en France? Donc, il faut, je suis d'accord avec vous, il va y avoir beaucoup de réticences, de personnes qui ne sont pas d'accord, mais il faut que ça soit extrêmement bien encadré, peut-être pas ouvert à tout le monde. Avec la distinction sans doute entre les couples de femmes homosexuelles et les femmes célibataires. Il faut avancer dans la vie. Les hommes, c'est la GPA. C'est vrai qu'il y a une continuité. Excusez-moi, il faut pas. On est dans le rouge. Non, mais on nous les a dit. Madame, messieurs, on est... Voilà, dans le rouge. Juste les réactions, parce qu'elles sont toujours... Pour Nick Lagauche, il faut faire un référendum pour décider de cette question. Et Betsy Raffin nous dit la PMA n'est ni plus ni moins qu'une marchandisation du corps humain. C'est une opinion, c'est un point de vue. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les quatre et à demain pour un nouveau point de vue.